Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal en cette soirée du vendredi 20 juin 2025. Dans les actualités de ce jour, le transformateur en panne à la sous-station d'Anouzat qui figure parmi les causes majeures du délestage ayant affecté le RIA au réseau interconnecté d'Antananarive devrait impérativement être réparé avant la célébration de la fête nationale. C'est ce qu'a affirmé le président de la République, Andry Rajoelina, lors de son passage sur la télévision nationale hier. Le gouvernement a déjà prévu plusieurs solutions pour éviter les coupures de courant tant dans la capitale que dans les régions. Parmi les points abordés par le président figure l'exploitation des énergies renouvelables, notamment l'énergie solaire. Aniana Martina nous en dit plus. L'explosion d'un transformateur électrique de 25 MVA à la sous-station Tana Sud Anouzat le 20 mai dernier a été l'un des facteurs aggravant les coupures d'électricité récurrentes dans le réseau interconnecté d'Antananarive ou RIA, a confirmé le président Andry Rajoelina dans son intervention sur la chaîne TVM. Cette panne a plongé la partie sud de la capitale dans le noir, nécessitant alors des délestages tournants pour répartir les ressources limitées. Pour résoudre ce problème, l'État va commander de nouveaux transformateurs de 25 MVA. En attendant leur arrivée, le transformateur endommagé de la sous-station d'Anouzat sera réparé en urgence et les travaux devront impérativement être terminés avant le 26 juin, jour de la fête nationale. Le chef de l'État a précisé que l'un des grands défis rencontrés par la Djirama est la vétusté de ses équipements et de ses infrastructures, dont la plupart datent des années 1980, notamment les sous-stations. Le gouvernement est déjà engagé dans un processus de renouvellement et de renforcement de ses équipements à travers divers projets. Parallèlement, la production d'énergie est aussi en cours de renforcement en mettant l'accent sur les énergies renouvelables. À Antananarive, l'installation d'un parc solaire d'une capacité totale de 30 MW est envisagée comme solution durable pour l'approvisionnement en électricité. Par ailleurs, le gouvernement prévoit également d'installer un autre parc solaire de 100 MW avec pour objectif de le finaliser début 2026. À l'occasion de la fête nationale, un accord de coopération sera signé avec les Émirats arabes unis pour l'installation d'un parc solaire de 50 MW. Et ce ne sera pas uniquement pour Antananarive. D'autres villes confrontées à des problèmes similaires comme Tuliar, Antsran et Mahadzang sont également concernées par des projets d'amélioration de leur approvisionnement en électricité. Selon les explications fournies, tous ces travaux devraient être achevés avant la fin de l'année. Et le président Andry Rajoelina a déclaré que les auteurs de l'empoisonnement des jeunes à Imercassine ne resteront pas impunis. Il a affirmé hier soir sur la télévision nationale que les forces de l'ordre ainsi que tous les responsables concernés mèneront une enquête approfondie. Des actions des plus sévères attendent les coupables, a-t-il martelé. Et concernant les personnes intoxiquées actuellement soignées à l'hôpital, il a été confirmé que leur état provenait bien d'un empoisonnement et non d'une intoxication alimentaire due à de la nourriture avariée. Les détails avec Judikel Ranjaniri. Les conséquences de l'intoxication alimentaire survenue à Mbumalaz se sont encore alourdies depuis hier soir. Le nombre de décès est monté à 17 à l'hôpital, sans compter d'autres morts survenues ailleurs. On ne peut rester silencieux face à un tel drame, a déclaré le président Andry Rajoelina. Les valeurs malgaches se perdent au point que des proches et amis en viennent à s'entretuer, ajoute le chef de l'État. Il est désormais clair et prouvé que la nourriture a été intentionnellement empoisonnée. Ces précisions sont essentielles pour adapter les traitements médicaux aux personnes encore hospitalisées à la suite de cet empoisonnement. Le fait que ce soit un empoisonnement volontaire ayant causé la mort qualifie également l'affaire de crime. Les responsables ne resteront pas impunis, a assuré le président, promettant une enquête approfondie et des sanctions sévères. Pour améliorer la prise en charge des malades encore en situation critique et dans le cadre de l'enquête, des échantillons de nourriture et autres éléments de la fête d'anniversaire à l'origine du drame ont été envoyés à l'étranger pour analyse. Toujours dans le cadre de la santé publique, justement dans le cadre de l'amélioration de la qualité des services de santé, les hôpitaux publics du pays s'orientent également vers l'utilisation de nouvelles technologies. Pour le CHU Anoussial, en particulier, des avancées ont été faites en matière de technologie chirurgicale avec la mise en place de nouveaux services hospitaliers. Le CHU d'Anoussial célèbre actuellement son 10e anniversaire. À cette occasion, des événements ont été organisés incluant notamment les consultations médicales gratuites. Les détails avec Radraman Azatouf et Anza Razonaville.
La réduction des douleurs post-opératoires et la facilitation du suivi des patients figurent parmi les raisons pour lesquelles le CHU d'Anoussial a choisi d'opter pour l'utilisation de nouveaux équipements et méthodes chirurgicales. Cela concerne aussi bien les opérations classiques que celles concernant la gorge, les oreilles et les os. Le CHU d'Anoussial, qui a été l'un des hôpitaux de référence dans la prise en charge des patients atteints du Covid-19 durant la période critique, accueillera bientôt un nouveau service spécialisé dans les maladies respiratoires, selon les explications. C'est grâce à une coopération avec le gouvernement chinois que ces équipements ont pu être obtenus, explique le directeur de l'hôpital. À l'occasion de ses 10 ans d'existence, le CHU Anoussial a organisé des consultations médicales et des prestations de santé gratuites pour les populations riveraines. Un terrain de sport a également été inauguré hier, servant de symbole commémoratif du 10e anniversaire de l'hôpital. Toujours dans cette page sociale, la résolution du problème d'approvisionnement en eau pour Ivat et ses environs est en cours selon les déclarations du ministre de l'Eau, de l'Assainissement et de l'Hygiène ce matin lors de sa visite sur les sites de Lanière et de la station UTC de Bani-Ivat. Les coupures d'électricité qui affectent le fonctionnement des unités de traitement conteneurisées ou UCT ainsi que le manque d'eau en provenance de Lanière constituent également un obstacle majeur. Pour y remédier, à travers le ministère de l'Eau, de l'Assainissement et de l'Hygiène, le gouvernement propose comme solution la rénovation de la station de pompage de Lanière dont les travaux ont déjà commencé ainsi que l'installation d'un groupe électrogène au niveau de l'UTC de la Bani-Ivat. C'était avec Mervoulat Sferen et Brasden Nielsen. Des perturbations ont récemment été constatées dans l'approvisionnement en eau à Ivat et ses environs. Selon les explications fournies ce jour par le ministre de l'Eau, de l'Assainissement et de l'Hygiène, Lalena Indiana Melassou, ces perturbations sont dues principalement aux coupures d'électricité qui perturbent le fonctionnement de l'unité de traitement conteneurisée, ou UCT, ainsi qu'à la faible production d'eau provenant du site de Lanière. À cela s'ajoute un taux élevé du fer dans l'eau issue de Lanière, ce qui nécessite un processus de déferrisation avant qu'elle puisse être potable. Alors que cette UCT devrait produire jusqu'à 2200 mètres cubes d'eau par jour, elle n'en fournira actuellement que 800 mètres cubes, ce qui engendre des perturbations actuelles. Des travaux d'urgence pour la rénovation des infrastructures sont déjà en cours. 6 forages sont opérationnels à Lanière, 2 autres sont en cours d'ajout, un bassin de déferrisation est en cours d'installation et la réhabilitation de l'UTC de la Bani-Ivat est également en cours. Un groupe électrogène y a d'ailleurs été installé pour garantir un fonctionnement continu de la station. Ces efforts permettront non seulement d'améliorer l'alimentation en eau du quartier d'Ivat, mais aussi de couvrir les besoins de l'aéroport international d'Ivat. Ce jour, le ministre de l'Eau, de l'Assainissement et de l'Hygiène, accompagné des responsables de la GIRAMA et du projet PAAEP, a effectué une visite des sites de Lanière et de la Bani-Ivat. Un objectif clair a été fixé, achever les travaux dans un délai de 4 à 6 mois avant d'anticiper la période de sécheresse. Parlons à présent éducation. L'année scolaire 2024-2025 a été clôturée par une célébration de la langue malgache pour une école privée 6 à Boumanarn. En revanche, les classes concernées par les examens reprendront encore les cours cette semaine. Les détails avec Rose Christelle Rakoutmalal et Yves Janel. Un événement spécial a été organisé par cette école privée située à Boumanarn pour marquer la fin de l'année scolaire 2024-2025. Tous les élèves ont porté des vêtements traditionnels malgaches hier et ont mis en valeur les us et coutumes de Madagascar, une manifestation inscrite dans le cadre de la célébration de la langue malgache. Les élèves candidats aux examens officiels reprendront les cours la semaine prochaine dans cet établissement pour les dernières révisions. Pour rappel, l'examen du BEPC se tiendra du 30 juin au 3 juillet, tandis que le baccalauréat aura lieu le 21 au 25 juillet. Toujours dans cette page éducation, la réhabilitation de l'école primaire publique de Betaf en Boumanarn a été officiellement lancée aujourd'hui. Ce projet est le fruit d'une collaboration entre la région Analamangue et le député élu dans le 6e arrondissement et il sera achevé avant la rentrée scolaire du mois de septembre prochain. Toujours un reportage de Rose Christelle Rakoutmalal et Janel. Les 500 élèves de l'EPP de Betaf en Boumanarn étudiaient jusqu'à présent dans un établissement délabré et en mauvais état. Le sol était pourri, les fenêtres et les portes endommagées et les bancs quasiment inutilisables. Cela faisait longtemps que l'école n'avait pas bénéficié d'entretien, selon le directeur de l'établissement. Le président de la République, Ange Razouelen,
avait déjà été informé concernant cette école et il a promis qu'elle serait réhabilitée. Cette promesse se concrétise aujourd'hui avec le lancement officiel des travaux de rénovation. Les travaux dureront 2 mois et seront achevés avant la rentrée scolaire du mois de septembre. L'apprentissage de la langue russe sera renforcé et une attention particulière lui sera accordée en tant que matière avec un espace dédié à son enseignement. De plus, les échanges d'expériences auront lieu dans le domaine de la culture et de la formation technologique. Les détails avec Fernara Kotorsul. Actuellement, peu de jeunes apprennent le russe dans notre pays. La principale raison est le manque de spécialisation et de formation spécifique pour l'enseignement de cette langue. Il y a aussi un manque d'orientation claire, notamment une insuffisance de communication entre les étudiants et ceux qui maîtrisent déjà la langue. Pour encourager les étudiants à apprendre le russe et leur permettre d'échanger avec les locuteurs russes locaux et internationaux, la maison russe sera réactivée. Ce lieu servira de point de rencontre pour les relations commerciales entre les deux pays. Cette initiative offrira de nombreux avantages aux apprenants de la langue russe en renforçant la promotion de la langue tout en consolidant les relations diplomatiques entre les deux nations. De plus, un programme de formation pour les étudiants malgaches sur les technologies et l'informatique sera bientôt lancé en collaboration avec la Russie, un pays réputé pour son développement technologique avancé. Dans la page culturelle, le podium pour la célébration du 26 juin a été inauguré hier, 19 juin. Pour cette année, il est installé en face de la gare de Soaran, à Nalanquil, et accueillera des animations chaque soir jusqu'au 25 juin. De nombreux artistes se succéderont pour animer les festivités. Et était avec Mirvoulet-Sfer, Andras Denilson et Sechan Jenab. Comme chaque année à l'approche de la célébration du retour de l'indépendance, des manifestations culturelles sont organisées par le Comité national d'organisation des festivités du 26 juin. Pour cette édition 2025, un grand podium a été installé en face de la gare de Soaran à Nalanquil. Il a été inauguré hier et a pour objectif de réunir les Malgaches dans la joie et la convivialité à l'occasion de cette fête nationale, selon les organisateurs. Le général Eric Rakoutoun-Jabbar, président du KPMF, a invité la population tananarivienne à venir y faire la fête dans le calme. Avant l'ouverture officielle des festivités, une minute de silence a été observée en hommage aux jeunes victimes de l'intoxication alimentaire à Amir Kassine, survenue le week-end dernier. Chaque soir, 4 artistes se produiront gratuitement sur scène. Hier, ce sont Chantal, Eljo, Malm et Jazam MC qui ont ouvert les festivités. Ce vendredi soir, le public pourra assister aux performances de BKC, Arion Joy, Simonda et Timpogeg. Demain, ce sera au tour de Maël Le Taranak, Rick et Zara Marcel d'animer la scène. Le lundi, le podium reprendra avec Erika Duroc, Kik, Irem Blinds, Green et le groupe Kayan Batenaïs. Les spectacles prendront fin le mardi 24 juin avec Raoult, Mama Red, Lol et Gelatop. À noter également que le dimanche 22 juin se tiendra un grand concert de louanges au stade Bariad Mamas avec la participation de nombreux artistes évangéliques, parmi lesquels Ptour, Boudke, Louvatine, Inc., Joyka Revival Messenger, Joseph Daff, Isaac de Paul, Pépé Chen, Véron 900, Joss Band, TGC, ainsi que l'artiste invité international Dena Mawana. Passons à présent aux actualités internationales. Dans une précédente salve de milices iraniens, l'hôpital Soroka de Beersheva, au sud et les localités de Ramat Gan et Olan, dans le banlieue de Tel Aviv, ont été touchés. Les secours ont fait état d'au moins 47 blessés. Le point avec France 24. Les flammes et une épaisse fumée noire, alors que les pompiers arrivent sur les lieux d'une nouvelle frappe iranienne. Tôt vendredi matin, le sud d'Israël a de nouveau été la cible d'une attaque, après le bombardement d'un hôpital la veille. Cette fois-ci, il s'agit d'un immeuble résidentiel très sévèrement touché. Il y a plusieurs blessés. Cette femme et son nouveau-né ont pu se protéger à temps. Les fenêtres de la maison ont été brisées ainsi que tous les meubles. Il n'y a plus rien. Tout est détruit. L'armée israélienne dit aussi avoir abattu plusieurs drones durant cette nouvelle nuit de tension. Mais c'est en Iran que les frappes ont été les plus importantes. Téhéran a été la cible de dizaines de bombardements, visant notamment le siège du SPND, l'organisation chargée de la recherche et du développement du programme nucléaire militaire iranien, selon un communiqué de l'armée israélienne.
Elle a aussi frappé des localités près de la mer Caspienne, sans que l'on sache pour l'heure quel site était visé. L'armée israélienne a diffusé ces images montrant des frappes sur des lanceurs de missiles qui étaient selon elle sur le point de frapper l'État hébreu. Dans la capitale iranienne, les rues semblent désormais désertées. Les autorités ont coupé Internet depuis 24 heures, la plus longue interruption depuis les manifestations contre le régime en novembre 2019. Et Donald Trump rendra sa décision dans les 2 prochaines semaines sur une éventuelle participation des États-Unis aux frappes israéliennes selon la Maison-Blanche. Washington évoque une possible reprise des négociations avec Téhéran tout en martelant l'urgence liée au programme nucléaire iranien. France 24 toujours. Dans un rare entretien à la télévision publique, le Premier ministre israélien affirme que son pays est en marche vers une victoire décisive contre l'Iran. J'ai dit nous allons changer la face du Moyen-Orient. Et là, je vous dis, à vous et à nos téléspectateurs, nous changeons la face du monde. Des objectifs de guerre pour lesquels toute aide est la bienvenue, selon les mots de Benyamin Netanyahou. Les États-Unis sont les seuls à détenir la bombe GBU-57, unique arme susceptible d'atteindre le cœur du programme nucléaire iranien. Mais 7 jours après le début de la guerre, Donald Trump laisse planer le doute sur une possible intervention militaire contre Téhéran. J'ai reçu un message directement du président, le voici. Compte tenu du fait qu'il y a une possibilité substantielle de négociations éventuelles avec l'Iran dans le futur proche, je prendrai ma décision sur le fait d'y aller ou non au cours des 2 prochaines semaines. Le guide suprême iranien a lui proclamé mercredi que son pays ne se rendrait jamais. Selon Ali Khamenei, une intervention dans la guerre conduirait à des dommages irréparables. Une mise en garde partagée par Moscou. Nous souhaitons mettre en garde Washington contre toute intervention militaire. Ce serait une démarche très dangereuse, avec des conséquences négatives imprévisibles. Les ministres des Affaires étrangères allemands, français et britanniques doivent rencontrer ce vendredi à Genève leur homologue iranien. Une réunion à laquelle doit participer la chef de la diplomatie européenne, selon Téhéran et Berlin. En France, la première canicule de l'année débute avec des températures supérieures à 35 degrés par endroit. La France subit aujourd'hui, vendredi 20 juin, des températures bien au-delà des normales de la saison. France 24 nous en dit plus. La canicule les jours de marché a des conséquences en cascade, ou plutôt en gouttes d'eau. Au stand poissonnerie, la glace fond à vue d'œil, pas question de s'attarder. Au frais, faut que je fasse très vite, ouais. Je vais remballer tôt. S'il me reste de la marchandise, je me barre vite fait, je mets tout au frais, quoi. Je vais pas traîner jusqu'à 13h. Ce matin, les clients sont venus tôt faire leurs emplettes. Cela fait 2 jours que les températures frôlent 30 degrés à midi. Le matin, ça va, il n'y a pas de problème. Cet après-midi, qu'est-ce que vous allez faire? On va pas faire grand-chose dehors, ça c'est clair, on va rester à l'intérieur. J'ai la chance d'avoir un cabriolet et je suis parti me balader et voilà. Le résultat, après un tour en voiture, j'ai cuit un petit peu. Mais pour ces dames, pas question de déroger au café. Il y a des rituels qui se boivent chaud. Tous les vendredis, on vient là et on prend notre café. Peu importe la température extérieure. Oui. Voilà. Avec la vigilance orange canicule, le quotidien de certains travailleurs est bouleversé. Cette déchetterie n'ouvre d'habitude pas avant midi. C'est exceptionnel. Hein. Là, en temps de canicule, on n'a pas le choix. Idem pour la collecte. Nous, ce matin, on a commencé à 6h au lieu de 8h. On va finir plus vite cet après-midi. Il vaut mieux parce que c'est pénible? Ah bah c'est pénible, oui, il fait chaud. Sur le béton de la plateforme, peu d'ombre. Des agents toujours en mouvement et pas question de tenue plus légère, chaussures de sécurité et pantalons de rigueur. Les responsables ont pris les devants. On a une clim qui est là, qui souffle entièrement sur le bureau, ce qui fait que ça leur permet d'avoir un bureau qui est quand même tempéré. C'est un ventilateur aussi? Il y a ventilateur, enfin il y a tout mis à disposition. Avec le renforcement de la vigilance dans plusieurs villes, plusieurs kermesses d'écoles et autres événements publics ont été déplacés ou reportés. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Nous vous remercions de votre fidélité. Restez avec nous. Dans la suite du programme de ce soir, vous allez suivre l'émission Data avec Jean-Claude Adjemalal. Sur ce, très bonne continuation et très bonne soirée sur Viva. Au revoir.